Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Au sommaire de cette édition, 30 migrants clandestins arrêtés ce matin sur la plage de Soumbédioune. Ils venaient de la Gambie à destination de l'Espagne. L'affaire est sur toutes les lèvres à Soumbédioune où nous nous sommes rendus ce matin. Vive tension entre pêcheurs à Mbour. Une bagarre a fait des blessés ce matin. À l'origine, l'interdiction de la pêche en monofilament. Campagne de commercialisation de l'arachide. Des professionnels du secteur s'inquiètent de la menace qui pèse sur le capital semencier du fait d'acheteurs étrangers. Société des eaux, Suez au Sénégal. Plus que 19 jours avant le passage de témoins entre le fermier sortant et la nouvelle société d'exploitation, les deux parties mettent la dernière main sur l'inventaire. On vous dira s'il y a de l'eau dans le gaz. Notre dossier du jour sur la filière du médicament au Sénégal prétexte le retrait d'un médicament jugé dangereux annoncé par nos confrères de l'Observateur ce matin. Les titres de l'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Algérie, où les contestations de rue ne faiblissent pas à la veille du scrutin présidentiel. Élection rejetée par une bonne partie de la population qui déplore une continuité du système Bouteflika. Au Mali, le représentant de la MINUSMA à Kidal sommé de quitter le pays ce soir. Bamako très remonté contre ce ressortissant français et à quelques jours seulement de la rencontre de Pau. Séance d'explication lundi prochain avec le G5 Sahel à l'invitation du président Macron, invitation déclinée par le président tchadien Idriss Déby. Le développement dans un instant. Les titres sport, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Souleymane. Elles seront récompensées à la hauteur de leurs différentes performances. Il s'agit des équipes nationales de football U20 et de football de plage. Elles seront reçues cet après-midi par la Fédération sénégalaise de football. Sodekam reviendra sur les deux parcours. Moussa Wagué dans l'effectif du FC Barcelone. L'arrière droit sénégalais de plus en plus prend de l'envergure dans cette équipe des Blaugrana. Hier en Ligue des Champions, dans une formation fortement remaniée, il a pris part à l'intégralité du match contre Inter de Milan. Là-dessus, vous entendrez le commentaire d'un de nos consultants qui reviendra sur les performances de Moussa Wagué et nous en profiterons aussi pour donner la suite des rencontres de la 6e et dernière journée de la Ligue des Champions. Les détails dans le journal des sports et puis point de vue aujourd'hui, nous parlons de la campagne de commercialisation de l'arachide à la mise en onde de ce journal Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. 30 candidats à l'émigration clandestine ont été interpellés par la police tôt ce matin à la plage de Soumbédioune. Ils avaient embarqué dans une pirogue à partir de la Gambie pour l'Espagne. La police de la Médina les a mis à la disposition de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées. Les autres détails de cette affaire avec vous, El Hadj Ndiogou Diène. L'expédition pour l'Espagne s'est arrêtée à Soumbédioune pour ses candidats à l'immigration. Ils sont tombés vers 4h du matin sur une patrouille des éléments du commissariat de la Médina. Ces derniers étaient déjà informés du départ de cette pirogue des côtes gambiennes avec plusieurs personnes à bord. Mais ceux qui sont arrêtés sont au nombre de 30, 10 Sénégalais et 20 Gambiens. Ces candidats à l'immigration clandestine ont été conduits au commissariat de la Médina avant d'être mis à la disposition de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées qui est un démembrement de la police de l'air et des frontières. Ils doivent être auditionnés et pourraient même être déférés au parquet selon nos informations pour le délit de tentative d'immigration clandestine qui est puni par la loi. L'arrestation de ces 30 candidats à l'immigration clandestine intervient moins d'une semaine après le chavirement d'une embarcation au large de la Mauritanie. Un chavirement qui a fait près de 100 morts, dont 15 Sénégalais et 52 Gambiens. Les 14 rescapés sénégalais de ce drame ont été d'ailleurs rapatriés samedi et conduits dans leurs localités respectives. Quelques heures après l'arrestation des candidats à l'émigration clandestine, l'affaire est sur toutes les lèvres au port de débarquement de pêche de Soumbédioune où nous nous sommes rendus ce matin et où certains ont été témoins des faits. Reportage Nafissatou Silla. L'information est vite passée sur la plage de Soumbédioune. Assis autour d'un grand bol, ces pêcheurs qui venaient de débarquer dégustent tranquillement une grillade de sardines, discutant de ce qui est à l'ordre du jour. loolu moo indiloon seen accident bi boobu paase woon xamuñu géej gi quoi loolu moo xam ne loolu moo tax ñu jaar fii. bi ma teeree laa dégg ñu koy wax mais
xam nga loolu tamit da ngay waaru waaw xam naa ne ci fayal gi la daal ci fayal gi la moom parce que ma fekk ma fi ñi la fekkoon jamono ñu toll nii moom nañu bàyyi xel bu baax ci géej gi rek. Ousmane Diop, plus de la soixantaine, pêcheur de son état, a le premier aperçu l'embarcation. À son bord, plusieurs candidats à l'émigration clandestine, mais le vieux pêcheur n'a pas voulu s'approcher. Mais actuellement demuma si ñoom boobu tax maa ngi fii ñoom ñu ngi nekk nale si lëndëm du ma mën a gis image bi quoi man fii laay fanaan mais gis naa leen mais nag xaw ma boobu tax ñan la dama ne foon histoire la rek bu am noonu ak nit ñi loolu moo tax dégg naa nit ñi ak nit ñi doon yéegee di dem mais prêté wu ma attention ne clandestin la si suba gi nag laa soog a dégg ne affaire clandestin la. Tout le monde en parle mais reste unanime sur un principe. am na information yoo xam ne boo amee ñëpp si jot boo amee moom ñëpp si jot kenn du ko laaj kenn ñëpp si jot. waaw mooy li ma gis ni da ngay dem clandestin di passe di yàq say 700 000 say 800 000 boo ko toogoon Sénégal fii da ngay liggéey. La semaine dernière, une embarcation a chaviré au large de la Mauritanie et 7 Sénégalais y sont restés, des Kaolakois et d'autres originaires de la Gambie. Comme si cela ne suffisait pas pour freiner le désir d'engager un voyage incertain par l'océan. Nafissatou Silla, parlons maintenant de cette bagarre entre pêcheurs de Mbour. Des pêcheurs ont été blessés et le matériel abîmé. Et 2 d'entre eux ont été arrêtés par la police. La bagarre a été causée par certains pêcheurs qui ont bravé l'interdiction de la pêche en monofilament. Actuellement, les pêcheurs sont en rassemblement devant le commissariat de Mbour où nous retrouvons en direct notre correspondant Abdourahmane Diallo. Abdourahmane, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, quelles sont les dernières informations sur cette affaire ? Les dernières informations, les pêcheurs viennent juste de se disperser. D'ailleurs, ils viennent aussi de tenir une déclaration au quai de pêche. Mais avant cela, ils ont tenu un sitting de plus de 3 heures de temps devant le commissariat central de Mbour. Ils dénonçaient l'arrestation de 2 d'entre eux. Et la cause de la bagarre, c'est entre 2 groupes de pêcheurs. Donc, il faut dire qu'il y a eu une mesure d'interdiction de pêche de monofilament et certains d'entre eux ont bravé cette interdiction, ce qui a poussé un autre groupe de pêcheurs à entraîner une bagarre et les 2 parties se sont bagarrées et il y a eu des blessés mais aussi du matériel qui a été confisqué et abîmé. Donc, ce qui a poussé le commissariat central ou même la police à réagir et ils ont pu arrêter 2 d'entre eux. Ils sont toujours au commissariat central, mais les pêcheurs se sont dispersés en attendant de voir la suite parce qu'aussi il y a eu certaines autorités qui ont entamé une médiation afin de gérer ce problème, Souleymane. Merci Abdourahmane Diallo, vous étiez en direct dans ce journal, il est 12h08. RFM, la radio de toute l'actualité. La fin du contrat d'affermage liant l'État à la Sénégalaise des eaux, elle pose la problématique du patrimoine de la SDE. La SONES et la Sénégalaise des eaux s'affairent autour de l'inventaire des biens, un processus qui doit être bouclé au plus tard en janvier avec la signature du protocole de fin de contrat. Seulement, la SDE s'est vue refuser son souhait de traiter uniquement avec l'État sur la question du rachat des biens. Georges Diop a enquêté sur le sujet. À la SDE, l'on résume le patrimoine en biens utilisés et en biens acquis, sans en donner la valeur. Et pour cause, l'inventaire sera fait au mois de janvier et tout sera contenu dans le protocole de fin de contrat entre l'État et la Sénégalaise des eaux. Le gouvernement étant formel le 31 décembre, il n'y aura pas de prolongation. Le contrat liant l'État à la SDE va se terminer à 0 heure. Le 1er janvier, la nouvelle société prend le contrôle de la gestion. Toutes les modalités sont définies dans le protocole de fin de contrat, lequel va prendre en compte les biens de l'affermage. Il s'agit des biens que l'État a mis à la disposition de la SDE et les biens objets des inventaires. Dans le premier cas, la SDE doit les remettre gratuitement et en bon état à la SONES. C'est au sujet du rachat des biens utilisés que la SDE a tenté de faire de la résistance ou du forcing. Selon nos informations, la Sénégalaise des eaux voulait traiter uniquement avec l'État sur la question du rachat de ces biens, notamment le matériel d'exploitation en dehors des ouvrages de production appartenant à l'État. Exigence rejetée par les autorités. Suez a le loisir d'accepter ou pas certains biens. L'on nous signale que la poursuite de l'exploitation dépend de la mise à disposition du nouveau fermier des informations techniques, le réseau, le patrimoine. C'est le cas également pour les données administratives, les conventions de vente, contrats et procédures, ainsi que les éléments relatifs au personnel et aux textes et conventions régissant les emplois, les données de clientèle telles
tels que la liste des données, la facturation, les logiciels, numéros de compteur et impayés doivent être transmis aux nouveaux fermiers. Pour une bonne transition, un comité est mis en place sous la direction du ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Suez et SDE constituent des équipes sous le mode des binômes. Suez et SONES adoptent le même mode de fonctionnement. La SONES et la SDE s'attellent à faire l'inventaire des biens respectifs, délai de rigueur courant janvier. Sabodala Gold Operation met 224,2 milliards sur la table pour racheter la société Barrick. La mine de Massawa, la production annuelle combinée d'or au Sénégal, va atteindre les 500 000 onces, soit 15,5 tonnes d'or, et placer notre pays dans le top 7 des producteurs en Afrique. La durée de l'exploitation est estimée à 17 ans. Les avantages pour l'État, les communautés et l'environnement avec Abdou Aziz Si, directeur général de SGO, avec Abdou Diouf Junior. Près de 224 milliards de francs CFA, dont 300 millions de dollars seront payés cash et 80 millions de dollars seront payés en actions ordinaires de Teranga. De plus, si le prix de l'or reste au-dessus de 1450 $ l'once, il y aura un autre paiement dans 3 ans. Dans le cadre de cette transaction, Barrick deviendra notre deuxième plus grand actionnaire avec une participation au-dessus de 11% dans la société Teranga. Notre actionnaire principal, M. David Mimran, devrait investir aussi 45 millions de dollars pour aider à financer cette transaction. Peu de temps après, nous prévoyons commencer à extraire le minerai du projet Massawa et à le transporter par camion à notre usine de Sabodala pour le traitement au cours de la seconde moitié de 2020. La proximité immédiate des deux projets et la combinaison de l'usine de Sabodala avec le minerai à haute teneur de Massawa devrait transformer notre mine de Sabodala en un actif de premier ordre avec une teneur plus élevée et une durée de vie de la mine plus longue. Et selon nos calculs, les revenus cumulés projetés pour l'État vont atteindre les 560 millions de dollars, soit près de 330 milliards de francs CFA dans le scénario combiné, soit un peu plus de 300 millions de dollars de plus que si le projet Massawa était exploité comme projet autonome. Tout de suite maintenant, l'État va bénéficier des impôts provenant du gisement de Massawa. C'est un autre avantage pour le gouvernement du Sénégal dans cette combinaison. On peut dire qu'avec cette fusion, la mise en production anticipée et puis les autres projets aussi qui vont venir, donc le Sénégal pourra faire autour de 500 000 onces par an, ce qui le placera quasiment dans le top 7 des producteurs aurifères en Afrique. Restons dans la région aurifère de Kédougou pour évoquer le décès accidentel du chef de poste de la gendarmerie de Kharakhena. Accident survenu entre Gamba et Kharakhena. La victime aurait perdu le contrôle de sa moto suite à l'éclatement du pneu arrière. Kharakhena est un site d'orpaillage situé dans le département de Saraya, à quelques 90 km de Kédougou. Activité minière, les collectivités territoriales parents pauvres du secteur minier. Depuis 2010, l'État n'a pas reversé la rente minière. À cela s'ajoute le fonds d'appui au développement dont les entreprises ne s'acquittent pas de leurs cotisations. Une injustice à corriger rapidement selon le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le président de la commission communication de l'ITIE, Abdelaziz Diop, était l'invité de RFM Matin. Les mines comme le gaz et le pétrole ne sont pas des compétences transférées, mais l'État a pris un mécanisme de rétrocession. C'est 20% des redevances et des droits fixes qui doivent être reversés aux collectivités territoriales. Le premier décret date de 2009, le deuxième de 2015 et l'arrêté même interministériel fixant le montant, c'est l'arrêté interministériel 22469 du 20 décembre 2017. Mais malgré ces décrets, malgré cet arrêté, aucune collectivité territoriale aujourd'hui du Sénégal n'a pu recevoir sa part de la rente minière pour la simple raison que les entreprises ont payé à l'État. L'État a perçu ces sommes, a recouvré, mais l'État n'a pas encore reversé. Et nous avons fait de ce point une recommandation forte pour que l'État reverse la redevance, les fonds de péréquation dus aux collectivités territoriales, non seulement de 2010 à 2015, mais aussi pour les années 2016 fiscales, les années 2017-2018, qui sont déjà sur notre base de calcul. Ça permettrait non seulement, c'est un problème d'équité d'abord, c'est un problème de justice sociale, mais ça permettrait aussi à ces collectivités impactées qui vivent les externalités négatives, parce que nous l'appelons le paradoxe de l'abondance. Des entreprises qui gagnent des milliards et des collectivités ou des communautés très pauvres. Il y a un autre mécanisme, le fonds d'appui au développement local. C'est 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe des entreprises en exploitation. C'est l'article 115 du nouveau
nouveau code minier. Une entreprise qui exploite dans une zone bien précise devrait reverser pour la collectivité impactée 0,5%. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui font des centaines de milliards. Donc supposons une seule entreprise qui gagne 200 milliards, si elle reverse 0,5%, c'est 1 milliard qui peut tripler le budget de ces collectivités qui tournent autour de 300 millions. Donc à ce niveau, vraiment, c'est l'un des maillons faibles et c'est une recommandation forte du comité national. Après les industries extractives, l'agriculture, la campagne agricole et plus particulièrement la commercialisation de l'arachide, l'Union nationale interprofessionnelle des semences, UNIS, préoccupée par la disponibilité des dites semences. Du point de vue de l'UNIS, cette présence des étrangers dans la campagne de commercialisation et leur façon de faire est une menace pour la disponibilité des graines. Ils demandent au gouvernement d'organiser leur intervention à défaut de régler très tôt la question des semences. Modou Thiam, président de l'UNIS, interrogé en marge de l'Assemblée générale de cette organisation. Ses propos sont recueillis par Ibrahima Diamé. Si on arrive à une année où ces semences-là, on dit que ça risque d'emprunter les marchés parallèles ou bien même se retrouver dans des conteneurs pour sortir du pays, c'est préoccupant. Je pense que l'autorité est préoccupée, on lui en a parlé, on lui a dit que véritablement, il faut que dans cette collecte, qu'on puisse s'organiser de sorte qu'on puisse permettre aux opérateurs semenciers de collecter d'abord les semences avant qu'on lance la campagne de collecte de l'arachide d'huilerie et de l'arachide d'exportation. Ce qui nous gêne aussi le plus dans cette dynamique, c'est que nous avons des étrangers qui sont parmi nous actuellement, qui collectent et qui ne connaissent même pas les semences au niveau du Sénégal. Donc tout ce qui se présente à eux, ils le prennent. Et généralement, c'est des gens qui prennent les meilleures graines. Et l'histoire montre que les meilleures graines, c'est les semences. Mais malheureusement, c'est des gens qui ne sont pas tellement édifiés sur le système semencier sénégalais. Ils ont aussi la liberté d'aller devant les cases de chaque paysan. Ils peuvent acheter là où ils veulent. Cela aussi, cela nous préoccupe. Et on a fait parvenir l'information au niveau de l'agriculture qui est en train d'y réfléchir. Je pense qu'il a été question de sortir un arrêté pour dire que maintenant toutes les collectes se feront maintenant au niveau des points de collecte. Je pense que si on arrive à le faire, cela peut-être nous permettra de régler cette question. Cela ne veut pas dire que nous combattons les étrangers qui viennent chez nous. Au contraire, c'est un marché pour les Sénégalais, c'est une chance pour les Sénégalais. Nous demandons simplement qu'on organise leur intervention. RFM, la radio de toute l'actualité. À présent, notre dossier du jour qui nous est inspiré par l'annonce par notre confrère l'Observateur du jour du retrait d'un médicament jugé dangereux du commerce. Avant d'atterrir dans les rayons des pharmacies et d'être vendu aux usagers, le médicament passe dans un circuit assez long qui le soumet aux règles de contrôle de qualité. Ainsi, la sécurité du consommateur est garantie et si toutefois le médicament présente des risques pour les consommateurs, il est vite retiré du circuit immédiatement par ceux qui a une traçabilité. D'ailleurs, c'est ce qui différencie le circuit légal du marché parallèle qui échappe au contrôle. Dossier ficelé par Awambaye. Avant de figurer sur une ordonnance et acheté à la pharmacie par le consommateur, le médicament passe d'abord par ce circuit expliqué par le professeur Mbagnick Yérim Diop, le directeur de la pharmacie et du médicament. Il faut savoir qu'un médicament, avant qu'il n'entre au Sénégal, doit disposer de ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Il y a un document, un arrêté ministériel qui sanctionne l'évaluation par un comité d'experts, puis par la Commission nationale du dossier du médicament, du fabricant, pour décider si ou non le médicament peut être mis sur le marché. Et le cas échéant, le ministre prend un arrêté. Une fois cette autorisation accordée, le médicament peut être importé par les grossistes répartiteurs, ajoute le docteur Mohamed Sow de l'Ordre des pharmaciens. Au Sénégal, nous avons 4 principaux grossistes répartiteurs. Et ce sont ces grossistes répartiteurs qui vont fournir les pharmaciens en médicaments, donc les pharmacies d'officine. C'est à ce niveau-là que les Sénégalais vont obtenir les médicaments. Donc ça passe après l'AMM, ça passe par les grossistes répartiteurs et les grossistes répartiteurs, ensuite les officines de pharmacie. Même procédé pour le public qui, en plus, est soumis au code des marchés. Selon le professeur Yérim Mbagnick Diop, qui informe que ce circuit permet de retirer efficacement un médicament aux effets dangereux pour la santé. Donc c'est un circuit sécurisé qui permet, quand il y a un problème lié à la pharmacovigilance ou à la qualité du médicament, d'effectuer assez rapidement un retrait de l'eau pour circonscrire le problème par mesure conservatoire. Et s'il s'avère que le problème n'était pas lié à la qualité intrinsèque du médicament, il peut remettre les médicaments sur le circuit. C'est un peu le cas actuellement avec la suspension du Neurosip. Et le marché parallèle, autrement dit le marché noir, n'est pas soumis à ces règles de contrôle. C'est pourquoi il constitue un grand danger pour les populations. Et puis un mot sur l'augmentation du salaire des travailleurs du privé entre 5 et 8%.
dépendant de la catégorie. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal approuve et félicite les acteurs. Je vous propose d'entendre le secrétaire général adjoint de la CNTS, Lamine Fall. C'est un événement, mais un événement important dans la vie des travailleurs. Parce que depuis 2009, les salaires au Sénégal n'ont pas bougé dans le secteur privé. Donc il faut s'en féliciter et en tout cas rendre grâce à Dieu. Remercier donc nos partenaires d'en face, le patronat, qui a aussi accepté de faire bouger les lignes. Comme je l'ai dit, ces augmentations depuis 2009 n'ont pas eu lieu au Sénégal. Il fallait donc aujourd'hui que cela arrive et que les travailleurs puissent aussi, les travailleurs du secteur privé en tout cas, puissent voir leur bulletin de salaire changer. Et je pense que donc c'est un événement que nous approuvons à sa juste valeur. Et nous nous en félicitons et félicitons l'ensemble des camarades dans les secteurs, de tous les secteurs, en tout cas salariés. L'impact, certainement, il y aura un impact financier, c'est normal, parce que sur le coffre-fort de l'entreprise va certainement décaisser plus. Mais je pense que tout ce qui peut, en tout cas, améliorer le climat social dans l'entreprise, donc améliorer le dialogue social, je pense que c'est un facteur de productivité. Et c'est dans ce sens, en tout cas, que nous voulons mettre cette revendication qui a été, c'est vrai, difficile, mais qui nous permet aujourd'hui d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, mais aussi d'améliorer le climat social dans l'entreprise et certainement la productivité, pourquoi pas. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. Le représentant de la MINUSMA à Kidal exclu du Mali. C'est un ressortissant français. Bamako n'a pas pardonné à Christophe Sivillon le fait qu'il ait souhaité la bienvenue aux délégations venues du Mali et de l'étranger lors du congrès du MNLA. Le chef du bureau de la MINUSMA à Kidal sommé de quitter le pays ce soir, Daouda Diouf. C'est 10 jours après sa déclaration, Christophe Sivillon a été déclaré persona non grata par les autorités maliennes. Le ministre des Affaires étrangères, Thierry Dramé, dans son face-à-face hier avec la presse, a dit que le représentant français de la force onusienne disposait de 24 heures pour quitter Kidal. Le chef du bureau de la MINUSMA à Kidal avait, lors du congrès du mouvement national de libération de l'Azawad, le 30 novembre dernier, souhaité la bienvenue aux délégations venues du Mali et de l'étranger. Christophe Sivillon a suscité une levée de boucliers au Mali. Les mouvements de la société civile, les partis politiques, les institutions, tous ont condamné les propos du français, l'accusant de remettre en cause l'intégrité du territoire malien. Les députés ont dénoncé le 5 décembre dans une déclaration commune lue en séance publique les propos qui portent une atteinte grave à la souveraineté et à l'intégrité territoriale. Il faut dire que si la déclaration de l'officier militaire français a pris autant d'ampleur, c'est surtout à cause du contexte explosif que prévaut actuellement au Mali. Depuis plusieurs mois, les effets des manifestations ont lieu à travers le Mali pour réclamer le départ des forces internationales, la MINUSMA et Barkhane. Du côté de la MINUSMA, les autorités prennent acte de la déclaration des autorités maliennes et laissent entendre que des dispositions ont été prises afin que le chef du bureau de la MINUSMA puisse quitter le territoire malien dans les meilleurs délais dans l'intérêt mutuel des partis. Les manifestations se multiplient à Alger à la veille de l'élection présidentielle. Partout dans 19 régions, plusieurs étudiants et enseignants interpellés. Des affrontements à la veille de l'élection présidentielle. Les Algériens appelés aux urnes demain pour choisir le successeur d'Abdelaziz Bouteflika, 8 mois après sa démission sous la pression de la rue, un soutien rejeté par un scrutin du moins rejeté par une majeure partie de la population. Elle considère que les candidats sont juste une continuité du système Bouteflika. En Somalie, une attaque des Chebab fait 5 morts. 3 civils et 2 membres des forces de sécurité. L'attaque meurtrière a eu lieu hier soir dans un hôtel de la place de la capitale Mogadiscio. Les assaillants, tous membres des rebelles Chebab, ont été tués dans les combats avec les forces de sécurité somaliennes. Une annonce de la police, Nafissatou Silla. C'est hier, mardi, que 5 assaillants membres du groupe islamiste radical Chebab ont attaqué un hôtel du centre de la capitale somalienne. C'est à proximité du palais présidentiel et des bureaux du Premier ministre. 5 personnes y ont laissé leur vie, 2 membres des forces de l'ordre et 3 civils. 11 autres ont été blessés. Une zone souvent fréquentée par des députés ou responsables militaires, a indiqué la police ce mercredi.
Dans un communiqué, l'attaque a débuté aux alentours de 19h, 16h GMT et très rapidement le commando, composé de 5 assaillants, selon la police, ont été confrontés aux tirs de membres des forces de sécurité affectés au checkpoint voisin menant à la présidence somalienne. La chef adjointe de la police somalienne, Zakia Hussein, a indiqué sur son compte Twitter que les forces de sécurité avaient secouru 82 personnes, incluant des civils et des officiels. Elle a précisé que 2 des assaillants avaient été abattus sur le coup et que les 2 autres étaient retranchés dans l'hôtel Sil. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci, Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, aujourd'hui, nous discuterons de la campagne de commercialisation de l'arachide et pour ce faire, nous serons en direct avec Modou Fall, président de la Fédération nationale des organismes privés, stockeurs et transporteurs, ainsi qu'avec Aludia, porte-parole du comité national de suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide. RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Souleymane. La Fédération de football récompensera cet après-midi nos équipes nationales qui se sont illustrées. Il s'agit des équipes nationales de football U20 et aussi celles de la plage qui vont être récompensées cet après-midi par la FSF, la Fédération sénégalaise de football. Ce sera à leur hauteur de leurs différentes performances. La cérémonie aura pour cadre le siège de la FSF. Soda Thiam revient sur les 2 parcours. La sélection nationale U20 du Sénégal termine l'année 2019 en beauté et surtout avec une médaille d'or remportée lors du tournoi de l'UFOA A. Les Lionceaux ont vaincu la malédiction malienne pour s'adjuger l'or. Le Mali qui était en quelque sorte la bête noire de la sélection sénégalaise. Ce sont ces mêmes aiglons qui ont chippé l'or aux Lionceaux lors de la CAN 2019. Donc cette fois-ci, John Lopi et compagnie ont pris leur revanche sur la sélection malienne. Finalistes lors de la CAN, les Lionceaux ont fait aussi un parcours remarquable lors du mondial de la catégorie en 2019. Mais les poulains de Youssouf Dabo se sont arrêtés en quart de finale. Ils se sont rattrapés lors des Jeux africains en terminant sur le podium avec une médaille de bronze. Du coup, pour cette année 2019, la sélection U20 du Sénégal a garni son armoire avec 3 médailles. Pour la présentation de leur trophée, remporté récemment en Guinée, les Lionceaux auront à leur côté leurs aînés de la sélection du beach soccer qui reviennent aussi d'une compétition majeure avec un 6e rang et un trophée de fair play. Avant le mondial de FIFA Beach Soccer, les Lions de la plage ont participé au World Beach Game et décroché la médaille d'argent. Après, les protégés de Galasilla ont mis la main sur l'or au tournoi de Lagos. Un parcours honorable pour les Lions du Beach Soccer pour cette année 2019. L'arrière droit sénégalais Moussa Wagué est de plus en plus et de mieux en mieux utilisé par le FC Barcelone. Justement, Moussa Wagué dans l'effectif du FC Barcelone, l'arrière droit sénégalais de plus en plus prend de l'envergure dans cette équipe des Blaugrana. Hier, en Ligue des Champions, dans une formation fortement remaniée, il a pris part à l'intégralité du match contre l'Inter de Milan. Il y a quelques jours en Liga, Moussa Wagué a été titularisé aux côtés de Lionel Messi. Cette nouvelle posture ne peut qu'être bénéfique selon notre consultant Momarjoun. À Moussa d'en profiter, précise-t-il. On l'écoute. Moussa Wagué, à un moment donné, il a eu des problèmes parce que quand on vient et qu'on soit nouveau au niveau d'une équipe, il y a un problème d'adaptation qui se pose. Donc à son niveau, c'était ça. Ensuite, il a trouvé des joueurs aguerris qui avaient l'habitude de la haute compétition. Il lui fallait donc être patient et prendre son mal en patience, comme on dit. Mais je pense que tout simplement, ce qu'il a montré avec l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé qui lui a fait confiance, qui lui a permis de voir qu'il avait des potentialités, ça a donné la puce à l'oreille à l'entraîneur du Barça. Et tout simplement, il faut continuer. Quand on a un joueur talentueux, il l'avait montré au niveau de la Coupe du Monde. Il faut tout simplement lui faire confiance et à partir de ce moment, il est capable de nous donner beaucoup de satisfaction. C'était très difficile pour le début, mais je pense qu'il s'est adapté. Il lui revient maintenant de simplifier davantage son jeu, parce que le jeu du Barça, on le connaît. C'est un jeu qui est vraiment fait de possession, de
gestes techniques très légers à la Messi. Bon, je pense que donc lui, s'il s'adapte, il peut donner beaucoup de choses au niveau du Barça. Et c'est un jeune qui a de l'avenir devant lui. Il est jeune, il est talentueux, il peut progresser. Je pense que l'entraîneur du Barça a intérêt à davantage le remettre en confiance et le mettre dans le terrain. Moussa Wagué qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, tout comme Sadio Mané avec Liverpool, Khalidou Koulibaly de Naples, mais aussi Idrissa Gana Gueye du Paris Saint-Germain. Le tableau des 8e de finale de la Ligue des Champions complété ce soir. Ce sera donc à l'issue de la 6e et dernière journée des phases de groupe au programme. Le Paris Saint-Germain, déjà qualifié pour le 8e de finale, sans Idrissa Gana Gueye, blessé, accueille les Turcs de Galatasaray. Match prévu à partir de 20h. Le club Bruges de Crépin Diatta joue contre le Real Madrid. Crépin qui ne participera pas à cette rencontre pour avoir été suspendu. C'est à partir de 20h aussi dans le groupe B. Olympiakos contre Étoile Rouge de Belgrade. Le choc devant opposer toujours à 20h les Allemands du Bayern de Munich. Mal en point en championnat Tottenham de José Mourinho. Dans le groupe C, les matchs vont démarrer un peu plus tôt que prévu. À 17h55, les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk accueillent Atalanta. Dynamo de Zagreb fait face à Manchester City. Dans le groupe D à 20h, Atlético Madrid, Lokomotiv de Moscou. L'autre rencontre de la soirée va mettre aux prises les Allemands du Bayer Leverkusen aux Italiens de la Juventus de Turin. Merci, cher Tidiane Diagne. Retour à l'actualité. Nous évoquions tout à l'heure dans le journal des affrontements à Hambourg entre pêcheurs. Certains parmi les pêcheurs avaient été arrêtés. Notre correspondant Abdourahmane Diallo nous annonce qu'ils ont finalement été libérés. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 11 décembre 2019, lue et commentée par Georges Détié-Diop. Bonne nouvelle pour les travailleurs du privé. Selon le quotidien, les syndicalistes et le patronat sont parvenus à un accord pour l'augmentation des salaires à partir du 1er janvier prochain. Des hausses qui varient entre 5 et 8%. Dans la foulée, note mon confrère, la convention collective interprofessionnelle a été réformée et entrera aussi dans sa version nouvelle en vigueur à la même date. Ainsi, le quotidien parle de cadeaux de fin d'année du patronat. Pour autant, les consommateurs vont faire les frais de la hausse du prix de l'électricité. Mais Alun Sané de Nyolank dit dans le quotidien être convaincu que l'État peut revenir sur sa décision face à un peuple déterminé. Le collectif Nyolank compte marcher vendredi prochain de la place de la Nation à la RTS. Seulement, si l'on se fie à Tribune, le collectif est habité par la hantise de l'inaction des Sénégalais. Selon le journal, la question qui se pose avec acuité reste et demeure la réussite du pari de la mobilisation qui hante les organisateurs pour de nombreuses raisons. Nyolank marche aussi pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Ils ont arrêté hier la grève de la faim qu'ils avaient entamée depuis leur garde à vue. Source A souligne qu'il n'a pas été facile de leur faire arrêter la diète. C'est depuis vendredi que Maître Moussa Sarr a entrepris dans la plus grande discrétion les négociations avec les désormais ex-grévistes de la faim pour les convaincre à surseoir à leur diète. Et ce n'est qu'hier que Moussa Sarr a finalement décroché l'accord final auprès de Guy Marius et compagnie. Pour autant, indique Source A, si les 6 sont dans une extrême fragilité, la situation demeure très préoccupante pour les malades Malik Biaye et Pape Abdoulaye Touré qui a piqué 2 crises il y a quelques jours. L'affaire Guy Marius Sagna et le limogeage du commissaire Ndour, l'Observateur en parle dans sa livraison du jour et rapporte comment le sort du commissaire Ndour a été scellé et quels sont les griefs et manquements déplorés. L'Observateur, sous un autre registre, révèle que l'État a retiré d'urgence un médicament dangereux, le Norogil, une décision prise en catimini sujette à interrogation. Le médicament présente un défaut de qualité majeur. Les éclairages d'un toxicologue et du directeur de la pharmacie et du médicament à la page 4 du journal. Toujours dans l'Observateur et à la une, 250 familles de policiers en détresse au camp Sékoumbalo de Dakar. Cela fait suite à la décision de la direction du groupement mobile d'intervention de déloger tous les policiers ne servant pas sous ses ordres. Ils ont 3 mois pour s'exécuter. Le chef du bureau des relations publiques de la police précise dans l'Obs que la note a été signée depuis novembre et que le GMI a recruté de nouveaux éléments qui doivent rejoindre les logements. Selon lui, la notification ne concerne que les policiers qui ne sont pas des éléments du GMI. Sidi Anta Touré confie par ailleurs à l'Observateur qu'à son niveau, il n'est pas au courant d'une quelconque transaction entre l'État et des Chinois concernant le camp Sékoumbalo. Un dossier à lire dans l'AS, dossier sur les réfugiés mauritaniens. Les difficultés auxquelles ils font face, fraude, difficile accès aux documents
administratif, un sentiment d'abandon, entre autres, le supplice des réfugiés mauritaniens aux pages 7 et 8 du journal LAS qui fait aussi état d'un refus de reconnaissance des cartes de réfugiés et de lenteur dans la naturalisation. En politique, Sud Quotidien informe que le comité technique de suivi de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus électoral a présenté hier ses travaux. Travaux adoptés en plénière et le rapport final sera présenté lors de la séance plénière de jeudi prochain selon Sud qui parle de consensus. Le rapport du comité sur le financement public des partis présentera aussi le même jour son rapport en plénière. L'hommage du HCCT à son défunt président. Les conseillers n'ont pas tari d'élogier à l'endroit de Ousmane Tanor Dieng lors de la session extraordinaire de l'institution. Les Échos en rendent compte et affirment que Aminata Mbengue et compagnie sanctifient Tanor. Un vibrant hommage lui a été rendu. De ses qualités humaines, de courtoisie, de générosité à sa fidélité, à ses valeurs politiques et socialistes, en passant par son sens de la République qu'il a toujours servi, les Échos notent que les témoignages ont été unanimes. Sport, pour terminer, la Champions League européenne. Hier, Liverpool a battu Salzbourg 2-0. Un but de Mohamed Salah, un autre de Naby Keita. Sadio Mané a été passeur décisif. De quoi faire dire au quotidien Stade que Liverpool est en 8e grâce à ses Africains. Le journal Record, lui également, parle de la Champions League européenne avec la qualification de Liverpool, mais également celle de Naples de Kalidou Koulibaly. Liverpool et Naples tiennent leur rang selon le journal qui titre Sadio et Koulibaly rejoignent Wagué en 8e. Moussa Wagué a joué toute la rencontre hier avec le FC Barcelone. À 12h36, bienvenue à Point de Vue. Nous discutons de la campagne de commercialisation de l'arachide avec nous en direct M. Modoufal, président de la FNO-PST, la Fédération nationale des organismes privés, stockeurs et transporteurs. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour. Nous sommes également en direct avec M. Aliou Dia, porte-parole du Comité national de suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide. Monsieur Dia, bonjour. C'est en direct actuellement. Allô, bonjour. Bonjour, M. Dia. Alors, nous restons avec vous, M. Aliou Dia, porte-parole du Comité national de suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide. Est-ce que vous pouvez nous faire brièvement un point rapide sur la campagne de commercialisation depuis qu'elle a commencé? Quels sont les échos qui vous remontent du terrain, des différents acteurs et plus particulièrement des points de collecte? Je vous remercie beaucoup. Vous me permettez de renouveler encore nos remerciements au Tout-Puissant qui nous a gratifié de très fortes pluies, bien que ça avait tardé. Mais finalement, depuis la reprise, nous avons enregistré effectivement un hivernage qui nous a surpris positivement. La campagne effectivement a été ouverte depuis le 3 décembre et nous avons même été sur le terrain avec M. Modoufal que je salue au passage, accompagnant le ministre de l'Agriculture et le directeur de la Sonaco sur le terrain. Nous avons été même au point de collecte de Modoufal ouvert à Tuawan que nous avions utilisé comme point pilote. Le même jour, nous avons trouvé des producteurs, effectivement, qui ont vendu le même jour et qui ont récupéré leur argent. Tegui Teki a été effectif à Tuawan. Nous nous sommes rendus également au centre de groupage de Diourbel. Là également, nous avions trouvé 7 camions sur place qui ont livré leurs graines, qui ont fait la facturation le même jour et qui ont reçu effectivement leur argent. Cependant, comme tout début de campagne, il y a une timidité. Nous avons senti effectivement une timidité au niveau des points de collecte. Points de collecte que nous avons exigé cette année que les ventes s'y déroulent. Cependant, donc, il faut signaler en fait que nous sommes en fin de récolte. C'est pour cette raison certainement qu'il y a cette timidité. Les points de collecte, effectivement, commencent à ouvrir parce qu'il n'y a que 2 semaines que quand même le Seigneur a octroyé les points de collecte au niveau des opérateurs concernés. Donc, il faut signaler tout simplement qu'en fait, il y a quelque part, ça marche, mais quelque part, les points de collecte n'ont pas encore démarré. Mais cela se comprend parce qu'une campagne, ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 3 mois. Il faudrait de temps en temps, effectivement, faire le suivi. Mais pour le moment, nous indique en fait, s'il y a de l'argent disponible dans les points de collecte, certainement, les estimations d'achat des huileries peuvent être atteintes. Et je crois que... Pour être plus précis, combien de points de collecte sont prévus et combien sont réellement opérationnels? Eh bien, les points de collecte dépassent 1000.
Et effectivement, je peux dire que la moitié d'abord a été donnée à des opérateurs qui ont toujours eu à faire la campagne de commercialisation. Cependant, j'ai noté moi-même qu'effectivement, il y a certains points où les hangars ne sont pas encore faits et le matériel même de pesage n'est pas encore sur place. Là, ça nécessite effectivement un suivi quotidien, mais je crois que compte tenu effectivement, comme je vous l'ai dit, de la durée normale de campagne, nous ne sommes pas encore en retard, il n'y a pas de péril à la demeure. Et donc, il n'y a que la sensibilisation qui se fait, permettant à ceux qui vendent quelquefois au niveau du circuit officiel d'aller joindre les points de collecte. Mais pour le moment, je crois que ça a démarré dans certains points de collecte et ça retarde quelque part. Nous allons effectivement pousser pour que tous les points de collecte démarrent effectivement. Monsieur Moudoufal, vous êtes le président de la Fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs. Et si j'entends bien, monsieur Alioudia, vous êtes également gestionnaire d'un point de collecte. Quelle est votre lecture? Quelle est votre évaluation de la situation actuellement de la campagne de commercialisation de l'arachide? Merci beaucoup. Moi aussi, je remercie le bon Dieu pour l'hivernage. Et je salue au passage notre honorable député, M. Alioudia. Ce qu'il a dit tout à l'heure est totalement vrai. Parce que la semaine dernière, le ministre de l'Agriculture a fait une tournée en passant à Tivaouane, c'est mon point de collecte. Mais effectivement, dans le département de Tivaouane, on a démarré et on commence à acheter à 210 francs. Mais ce que j'ai noté, c'est un début très difficile pour nous les OPS qui doivent vendre aux huiliers pour un prix de 210 et que la tendance des prix sur le marché est supérieure à 210. Il y a certaines zones où vous ne pouvez pas acheter moins de 240, 250. Ça, c'est une difficulté réelle qu'on peut noter. Donc, il y a une autre difficulté que les OPS sont endettés jusqu'au cou. Parce que, comme vous le savez, la campagne semencière dernière, les opérateurs endettés jusqu'au cou. Pour acheter les semences? Non, ils ont donné les semences à l'État du Sénégal. L'État n'a pas encore payé. On attend toujours notre paiement. Donc, si le paiement tarde, ça répercute sur le début des points de collecte, parce que comme vous le savez, les OPS, ce sont les opérateurs, ce sont les opérateurs officiels. Donc c'est eux qui ouvrent les points de collecte, c'est pas les banabana. Donc s'ils ont un petit dette qui ne leur permet pas d'avoir un nouveau financement dans les banques, toujours il y a un retard, comme disait Alioudia, il y a toujours un retard. Certains points ouverts, il y a d'autres qui n'ont pas encore ouvert. Faute de quoi, il y a des prix qui sont supérieurs à prix de l'achat. Il y a aussi les opérateurs qui n'ont pas encore reçu leur financement. Faute de quoi, ils n'ont pas encore payé leur dette au niveau des banques. Très bien. Donc ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. Alors, M. Alioudia, il semble que ce soit la grande majorité des points de collecte qui n'aient pas encore démarré leurs activités. Vous évoquiez tout à l'heure l'obligation d'acheter et de vendre au niveau de ces points de collecte. Or, la réalité sur le terrain, c'est que certains acheteurs, notamment des acheteurs étrangers, pour ne pas désigner une nationalité en particulier, ont acheté en amont de la filière à un prix plus rémunérateur pour les producteurs. Est-ce qu'on peut espérer dans ces conditions que les points de collecte fonctionnent normalement? Et je voudrais évoquer aussi la question qui a été soulevée par l'UNIS, l'Union nationale interprofessionnelle des semences, qui a des craintes par rapport à la préservation du capital semencier. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bien, effectivement, l'UNIS se préoccupe des semences et c'est très normal. Mais compte tenu de la production et des estimations d'achat des huileries, je crois que même les exportateurs peuvent se retrouver dans la campagne. Parce que prenons l'exemple de l'année dernière, les huileries, dans leur ensemble, n'ont acheté que 190 000 tonnes. Les exportateurs avaient fait 400 000 tonnes. Et les réserves semencières ont été effectivement prélevées.
il y avait également un bon quota de 300 000 tonnes qui avait servi à la consommation locale. Pour cette raison, je crois qu'il y a une libéralisation, mais cette libéralisation doit être contrôlée. Mais M. Alundia, ce qu'ils disent, c'est que les acheteurs, les exportateurs achètent les meilleures graines en amont avant que le capital ne soit préservé. Oui, c'est pour cette raison d'ailleurs que l'État a sorti même une circulaire pour inviter à ce qu'on aille au niveau des points de collecte, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des multiplicateurs de semences. C'est ça. Et c'est des membres de l'UNIS. Ce qu'il faut faire maintenant, malgré que les opérateurs n'ont pas encore été payés, mais je rappelle que l'État avait fait des efforts en payant presque 90% des dettes de 2018. Les dettes maintenant réclamées pour cette année, je crois que l'État est en train de faire voter le budget. Et après que vraiment ce budget soit voté, moi je suis persuadé qu'en dès janvier, l'État peut faire des efforts comme il l'a toujours fait, permettant effectivement à ces opérateurs de rentrer dans leur fonds. Le problème maintenant, c'est qu'il va falloir que les 75 000 tonnes de l'État soient d'abord achetées, et cela c'est dû au ressort des multiplicateurs de semences. Il va falloir qu'on les assiste, qu'on les aide au niveau des banques locales et effectivement leur permettre d'avoir les 75 000 tonnes. L'estimation d'achat de la Sonacos, c'est 150 000 au moins. Je crois que donc si on est vigilant et que des efforts soient faits en termes de paiement, je crois que ce problème sera réglé et ça n'empêchera pas aux exportateurs de pouvoir disposer de graines. Maintenant, dans la mesure où les opérateurs ne sont pas bien nantis en termes de trésorerie et qu'en fait certains points de collecte ne sont pas ouverts, les paysans ont leurs besoins d'argent. Si maintenant, effectivement, les exportateurs se retrouvent quelque part dans les loumas avec des valises d'argent, ils peuvent payer surtout à des prix qui dépassent les 210 francs que le gouvernement ne refuse pas. Ce que le gouvernement refuse, c'est qu'on achète dans des circuits officiels, non officiels. Mais aller dans les circuits officiels, le gouvernement, ce qu'il évite, c'est qu'on achète en deçà de 210 francs. Mais quiconque peut acheter plus de 210 francs, le gouvernement ne dirait pas vraiment que félicitations. Tant mieux, en effet, pour les producteurs, effectivement. Voilà. Cependant, il faudrait que nous tous comprenions que la filière doit être sauvegardée. L'arachide est la culture de rente principale du Sénégal. Et la Chine, qui vient ici, vous m'excusez même de citer le nom de ce pays, alors produit 25 millions de tonnes d'arachide. Si maintenant ces commerçants viennent ici acheter le million de tonnes du Sénégal, cela veut dire qu'en fait, si on n'y prend pas garde, ce qui va se passer, c'est qu'on va délaisser l'arachide, la filière sera asphyxiée, et qu'est-ce qui va se passer? L'économie rurale sera une bonne fois pour tout intérêt, et les pays producteurs auront des problèmes. C'est pourquoi l'État fait des efforts, d'abord de subvention en amont et en aval, au niveau des semences, au niveau des intrants, du matériel agricole, mais du prix aux producteurs. Mais en tout cas, il faudrait qu'on comprenne nous tous que c'est notre campagne à nous tous. Soyons vigilants pour que les meilleures graines ne partent pas. Il faudrait que les opérateurs fassent beaucoup plus d'efforts. Je les félicite beaucoup afin de trouver de l'argent pour faire fonctionner les points de collecte et que l'État va venir en aide certainement après que l'on vote les budgets, leur permettant de disposer effectivement de leur paiement, permettant effectivement d'acheter ce qu'il faut acheter d'abord pour les semences, pour également les industries et permettre à la consommation locale, aux réserves semencières, aux exportateurs de s'y retrouver également dans cette campagne. Merci M. Alundia. Très rapidement, M. Modou-Fall, si on est réaliste, on constate que l'État essaie de contrôler la filière, mais sont les règles du marché qui s'appliquent avec les mieux offrants ou les plus offrants qui raflent la mise. Quel est le point de vue de la Fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs sur la question des acheteurs étrangers qui proposent un prix plus rémunérateur en amont de la filière? Oui, je disais tout à l'heure que je dis au président Alundia que je sais que l'État a fait beaucoup d'efforts, nous n'ignorons pas. Aussi, les opérateurs s'engagent à aller en campagne, nous sommes sur le terrain. On ne dit pas que si l'État ne paye pas, on ne part pas, non. Déjà, on est à la brousse, mais si l'État paye, ça peut nous faciliter la tâche, ce que j'ai dit. L'autre, sur les étrangers, bon, comme le président Alundia l'a dit, quoi qu'on dise, c'est un phénomène, Parce qu'on ne peut pas donner des semences. Il
il y a certaines organisations paysannes ou certains opérateurs donnent à crédit même les producteurs des semences, alors qu'il y a des étrangers qui viennent avant nous prendre les bonnes graines au détriment de la population sénégalaise. Ça, je dis, c'est pas normal. L'État dit que la campagne doit commencer le 3 dernier, mais les étrangers commencent un mois avant les opérateurs officiels. Ça c'est pas une très bonne organisation. Il faut que tout le monde dépasse au même pied d'égalité. Ça, c'est un problème. Et ce que vous disiez tout à l'heure, les étrangers prennent les meilleures graines. Ils ne prennent pas les graines qui n'ont pas de mauvaise qualité. Ils ne prennent pas les graines de mauvaise qualité. En réalité, les étrangers veulent les meilleures graines. Les semences, dans ce cas, on peut nettement craindre que les semences vont partir. Absolument. Donc, il faut que l'État aussi réorganise. On vous a bien compris. Il faut que nous aussi réorganise. On vous a bien compris. Merci. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à Point de vue. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof qui sera présentée tout à l'heure par Mamadou Mohamed Ndiaye. À 12h51, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir écouté. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. Dans un instant, donc, le journal en Wolof.